Antoine Decaune, bonjour, merci de nous rejoindre Bonjour. à la Galerne pour la parution du dictionnaire amoureux du rock, paru aux éditions Plomb. Pour tous ceux qui n'ont pas fait Bac Rock plus 4, j'ai bien noté, et c'est en tout cas un livre qui vous a demandé 3 ans de travail. Comment s'est opéré votre choix ? Le choix des gens dont j'ai parlé dans le livre, en fait c'est important de commencer par ça pour dire que c'est une collection. Ça s'appelle les dictionnaires amoureux, mais ça n'a de dictionnaire que le nom. Et le prétexte pour ranger par ordre alphabétique des entrées diverses sur un sujet, en l'occurrence le rock en ce qui me concerne, mais c'est une collection, donc il y a une 50aine de volumes qui sont déjà parus, et avec des plumes très autorisées, comme disait Coluche, et c'est très très bien. Enfin, ce qui me plaît là-dedans, c'est que ça permet une approche totalement subjective du sujet. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu de faire un vrai dictionnaire. D'abord parce que si je devais faire un vrai dictionnaire, ça m'ennuierait. Et ensuite, il serait 3 fois plus volumineux que ça, s'il voulait vraiment être exhaustif. Et puis pourquoi en refaire un, puisqu'il y en a déjà d'excellents en circulation. Donc là, ce qui est intéressant, enfin je l'espère, mais en tous les cas c'est le principe de la collection, c'est le point de vue de l'auteur, qui est aussi important que le sujet. Et donc, dans le point de vue, évidemment, ça passe par de l'écriture, et c'est répondre à la question comment écrire sur la musique autrement qu'en étant un musicologue, qu'en analysant, découpant. Comment parler de cette émotion, de cette passion pour cette musique qui dure depuis maintenant, Longtemps. Voilà, depuis longtemps. Le rock, Ouais. Le rock, c'est un esprit de résistance au conformisme, une attitude, un humour, une insolence. Ça me semble être une très bonne définition, mais c'est la vôtre. Il y a donc vraiment tout ça dans le rock ? Oui, mais il y a tout ça aussi dans la littérature, il y a tout ça dans une certaine partie du cinéma, il y a tout ça d'une manière générale dans l'art, et dans la résistance à la norme et à un monde conformiste, oui. Oui, ça se retrouve un peu partout. Alors, dans le rock, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est une musique avec laquelle on a grandi. Moi, j'ai découvert le rock quand j'étais pré-ado, comme on dit. Et je me suis construit d'une certaine manière à travers la musique, à travers toute cette période où le rock explorait des territoires absolument invraisemblables, et reposait une nouvelle grammaire, mais une grammaire à la fois musicale, mais aussi dans l'attitude, dans l'humour, dans l'écriture. Dans l'écriture, il y a des grands auteurs dans le rock. Bob Dylan est un auteur majeur du XXe siècle, c'est pas juste un compositeur de chansons. Et donc voilà, toutes ces influences ont fait de moi le personnage que je suis devenu après, et qui garde. Enfin, ça m'a donné une forme de liberté, voilà, pour dire les choses très simplement et sans être trop pompeux. Est-ce que si vous êtes intéressé au rock, c'est tout simplement parce que vous ne trouviez pas, tout simplement à votre compte, ce qui se passait en France à l'époque musicalement ? Oui, mais c'était pas la seule raison. C'est-à-dire que, oui, d'abord la musique en France était particulièrement pompon à l'époque. Il y avait les yéyés. Moi, je détestais les yéyés. L'idée d'être tous copains, là, ça m'a déjà... À part Dutronc et Nino Ferrer. À part Dutronc, Nino Ferrer, Johnny, qui était la première incarnation du rock avec Eddie Mitchell et Dick, Triumvirat, l'attelage de tête, mais pour qui on avait une tendresse et une réelle sympathie. Et après, Dutronc, Nino Ferrer, un tout petit peu de Christophe, mais sinon le reste, les yéyés, ce qu'on appelait les yéyés, les Daniel Gérard, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas les blesser pour rien, mais c'était juste pas possible, quoi. Et la chanson, la bonne vieille chanson française de tradition, c'était pas non plus... c'est-à-dire qu'on était un peu trop jeune pour Brassens. J'adorais Trenet, parce que j'ai grandi avec Trenet, donc Trenet faisait quand même partie de la toile de fond permanente. Puis chez Trenet, il y avait une modernité, un humour et un swing qu'il mettait quand même un petit peu à part. Vous voyez la chanson française à texte. Donc on ne trouvait pas notre compte là-dedans. Et en même temps, la proposition, si je puis dire, qui venait d'Angleterre ou des États-Unis était tellement enthousiasmante, tellement excitante, que, si vous voulez, dans les deux fléaux de la balance, le choix était vite fait, quoi. Je vous cite une nouvelle fois, à cheval sur 2 générations, j'observe avec amusement et parfois consternation que la tendance s'est inversée entre la mienne et celle qui a suivi. Nos pères détestaient le rock, tandis que nos fils l'adorent. Pour la première fois, nous aimons la même musique.
Alors la question, c'est est-ce que c'est pour autant une bonne nouvelle? Ah, ça, je ne sais pas. J'arrive toujours pas à trancher. J'arrive pas à toujours... Enfin, en tous les cas, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que les sujets de querelle, j'en fais pas une règle générale. Hein. Je connais encore des pères et des fils qui n'écoutent absolument pas la même musique et qui s'engueulent à ce sujet-là. Mais en tous les cas, ce qui a bougé, c'est que c'est un sujet de querelle qui s'est déplacé. Moi, ma génération, on se mettait sur la gueule avec nos pères. D'abord parce qu'ils méprisaient souverainement le rock, trouvant que c'était du bruit, une musique de taré, de dégénéré, que c'était du bruit, quoi. Et nous, on détestait avec une belle unanimité tout ce qu'ils aimaient eux, c'est-à-dire les chanteurs réalistes, la musique classique, l'opéra, ce qui était une grosse connerie évidemment, parce que la musique classique et l'opéra sont absolument admirables, mais à partir du moment où il fallait s'affirmer contre, voilà, ça faisait partie du mur à abattre. Donc il m'a fallu du temps après d'ailleurs pour revenir à l'opéra par exemple. Mais j'ai l'impression que ce sujet-là de querelle, c'est un peu vidé. Voilà. Et que oui, mais c'est par la force des choses, puisque comme le rock est là depuis maintenant une cinquantaine d'années, vous vous rendez compte, presque 60, ça veut dire qu'il touche et il concerne 2 voire 3 générations. Et les gens qui ont grandi en aimant Presley ou les Beatles ne peuvent pas, ou alors c'est que vraiment ils n'ont rien compris à l'histoire, jeter la pierre à leurs mômes qui aujourd'hui écoutent Them Crooked Vultures ou Gorillaz, voilà, parce qu'on parle de la même histoire, c'est quelque chose c'est des nouveaux chapitres qui s'écrivent, donc cette querelle-là est vidée. Elle s'est déplacée ailleurs, mais elle s'est vidée. Alors vous êtes aujourd'hui au Havre et je ne peux pas oublier le monsieur musique de Canal, Stéphane Saunier. Ouais. Gamin, il ne ratait jamais Chorus, sa référence, dit-il. Dire qu'il y a 20 ans, au Havre, il vendait dans son magasin de disques et ses 2 labels indépendants. Et alors ce qui est drôle aujourd'hui, enfin je ne sais pas si c'est drôle, mais Stéphane, qui travaille à Canal maintenant depuis une bonne vingtaine d'années, puisque à l'époque où j'étais encore à Nulle part ailleurs, c'était déjà lui qui programmait les musiciens dans Nulle part ailleurs. Et c'est lui qui fait la musicale aujourd'hui, l'émission que ma fille présente, et qui est dans l'esprit, sinon dans la forme, vraiment dans la droite lignée de Chorus. Je dis ça sans la moindre vanité, parce qu'on n'avait rien inventé avec Chorus, on mettait des musiciens devant une caméra et on les tournait. Quels sont vos auteurs préférés et vos livres de chevet? Alors les auteurs préférés, écoutez, c'est assez vaste, hein, ça va de Stevenson, qui est mon écrivain fétiche, auquel je reviens très régulièrement, notamment pour le Maître de Ballantrée, que je trouve être un des plus grands romans jamais écrits, mais aussi Dumas, évidemment. Dumas était une porte d'entrée magnifique à la littérature, San Antonio, Frédéric Dard, dont je parlais à l'instant. Stendhal, Lascaz avec le mémorial de Sainte-Hélène, qui est un livre admirable que j'ai découvert au moment de Napoléon, et puis plus contemporain évidemment des gens comme Céline, des écrivains américains, beaucoup aussi, des Carver, des Fante, des Hemingway. J'ai eu une période folle avec Hemingway, Harrison, Faulkner, beaucoup d'écrivains anglais aussi, Swift, comment s'appelle-t-il, qui a écrit La foire aux vanités Thackeray, Dickens. Et puis alors aujourd'hui, des contemporains, j'ai découvert évidemment Ellory, Roger John Ellory, qui a publié Vendetta et récemment Les Anonymes, qui m'a complètement réconcilié avec le genre polar que j'avais un peu délaissé depuis quelques années. Et je suis en train de lire ça, La religion, de Tim Willox. Il a sorti un livre d'aventure qui raconte le siège de Malte au XVIe siècle avec 1000 histoires entrelacées à l'intérieur. C'est juste admirable. Tim Willox, La religion. Donc, je suis plongé dedans. Je commence à faire le décompte des pages qui me restent à lire, en me disant que je m'approche de la fin et que j'ai pas du tout envie de m'approcher de la fin. Et ce genre de livre, quoi. Un choc incroyable. Tim Willox. Merci beaucoup. Je vous en prie.